Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec mon ami Jean Becbédé qu'on a déjà vu dans la vidéo sur les hybrides F1. Je vous remets le lien ici et puis je vous remettrai le lien dans la vidéo. Donc aujourd'hui on va parler du maïs, de la fabuleuse histoire du maïs. Le maïs est une plante absolument incroyable et on va essayer de retracer un peu l'histoire de cette plante depuis 9000 ans qu'elle est cultivée par les hommes. Et Jean va nous expliquer tout ça. Alors Jean, toi tu as été sélectionneur pendant 40 ans, 40 ans, ouais. tu as créé des tas de variétés de maïs Oui, et on va essayer de voir un petit peu comment d'une plante, sauvage. une mauvaise herbe quasiment, hein. Oui, une plante sauvage, une Comment à partir graminée sauvage. d'une mauvaise herbe qui poussait dans le centre du Mexique, Oui. aujourd'hui on est arrivé à c'est la plante la plus cultivée au monde, le maïs. Oui, pas la plus cultivée en surface, mais la plante la plus produite. C'est-à-dire qu'il y a pratiquement un milliard de tonnes de maïs qui est produit chaque année. 1 milliard de tonnes de maïs. Le blé est à 750 millions de tonnes et le riz à 650. C'est les trois plus grandes Voilà, donc productions. une production de céréales, enfin c'est la céréale, une céréale les plus produite au monde. Oui. Alors comment ça a commencé? Donc au départ le maïs, c'était pas le maïs, c'était une plante qu'on appelait la théocinthe. Théocinthe. Voilà, oui. Alors là, évidemment, elle est sèche maintenant, c'est celle que j'ai cultivée l'année dernière. Voilà une branche de théocinthe, je vais vous expliquer. La théocinthe, c'est une graminée sauvage qui pousse toujours Au Mexique. au Mexique. En fait, il y en a plusieurs espèces, mais on sait laquelle est l'ancêtre du maïs. C'est la théocinthe qui s'appelle Parviglumis. Voilà, alors là, on voit Voilà, ça un je vais vous épi. montrer. Là, un épi de. Alors c'est pas du maïs, hein. C'est un épi de théocinthe. C'est l'ancêtre Ah, du maïs. et vous voyez que les grains tombent tout seuls quand ils sont voilà, mûrs. c'est Ça, c'est une plante sauvage voilà. qui dissémine ses grains quand ils sont mûrs. Donc combien de grains il y avait ça là-dedans? Alors il y avait 7-8 grains par petit épi, mais il y avait des dizaines. Moi je dis souvent une théocinthe c'est 70 épis de 7 grains et un maïs un épi de 500 grains. Quoi. Donc on a concentré On n'a pas augmenté le nombre de grains, on l'a concentré. on a concentré, on a augmenté leur taille aussi, leur poids, mais bon. Oui, c'était une graminée sauvage et on sait qu'il y avait des hommes, des chasseurs-cueilleurs, il y a une dizaine de milliers d'années, on va dire, on va commencer là, dans cette région de l'Amérique centrale, plus précisément dans la montagne qui est au sud de Mexico, la Sierra Madre del Sur, elle s'appelle, et il y a des chasseurs-cueilleurs qui ramassaient une plante sauvage. Ouais. Je suppose que les femmes de ces chasseurs-cueilleurs passaient tout leur automne à aller ramasser Les petites, les mini petites épis. graines. Alors ça devait être très difficile. Moi je l'ai fait, il faut une demi-heure pour ramasser un bol de semences au moins. Ouais. Voilà. Alors C'est un peu comme des petits pois finalement, même pas. Hein. c'est même pas, c'est comme des petits cailloux. D'ailleurs, il doit y avoir un mimétisme avec les petits cailloux, parce qu'une fois que c'est tombé par terre, même un oiseau à l'œil ne va Ouais. pas s'apercevoir que c'est un grain à manger. On dirait un petit caillou. Ouais. Voilà. Et surtout, il y a une coque très dure autour. Et le grain qui est comestible, il est dedans. Il y a un mini grain de maïs à Donc en plus il faut l'intérieur. éplucher le grain quoi. Ah oui, bien sûr, il faut casser la croûte, c'est le cas de le dire, la graine. Il faut casser la graine. Et donc ces gens-là, on peut supposer qu'ils passaient tous les jours, ou tous les 2 jours, parce que les graines tombent dès qu'ils sont mûrs. Ah oui. Il faut passer très souvent, ou mettre des tissus par terre, je ne sais pas comment ils pratiquaient. En tout cas, ils devaient passer très souvent à l'automne pour ramasser les grains avant qu'ils tombent par terre, pour ne pas les perdre. Et ensuite, ils ramassaient à la maison un tas de ces petites graines noires, et ils passaient tout l'hiver à casser les graines noires pour sortir la petite graine de maïs blanche C'est du boulot. Hein. qui était dedans. Énormément de boulot. Donc c'était même pas des cultures, ça poussait naturellement dans C'était de la cueillette. la cueillette. Ouais. Ah, c'était de la cueillette. Et il y en a encore dans ces régions-là, plein la montagne, des théocinthes, on peut aller les ramasser. Personne ne les ramasse Donc plus, si on va du évidemment. côté, c'est quoi? C'est le Balsa, c'est ça? Ah oui, c'est la vallée du Rio Balsas, qui est une grande rivière qui traverse toute la Sierra Madre del Sur et qui se jette dans le Pacifique. Donc si on va au Mexique, on peut ramener du maïs ancien. Ah, Enfin, on du peut maïs. ramasser de la théocinthe. Oui, je ne sais pas si c'est très légal de la ramener Ah en bon? France. Hein, non. Moi, je n'en donne pratiquement plus aux gens parce que la mienne, ça fait 40 ans que je la cultive. Elle a fini par être... C'est une plante tropicale qui fleurit pas très bien ici, Ah oui. parce que les nuits sont trop courtes en été. Mais la mienne, elle est assez bien adaptée. Je la produis sans difficulté et je la donne pas parce que ça peut faire une mauvaise herbe invasive dans le maïs. Ah d'accord. Ouais, alors c'est d'éviter. Mais Alors voilà. donc au départ c'était ce petit Au machin. départ, c'est une plante sauvage. Et puis les hommes, effectivement, je suppose toujours pour rire hein, que les cueilleuses amérindiennes là, se sont plaintes au bout d'un moment. Ils ont dit ras-le-bol de passer tout l'automne à marcher dans la montagne. Chérie, il pour faut aller faire quelque ramasser ça. chose. Il faut faire quelque chose. D'abord, on va les semer devant la maison. On a bien vu qu'en ressemant les grains, Dans la grotte, ils dans la germent, ou dans la grotte. Ouais, tu rigoles, mais dans un des premiers sites qu'on a trouvé, c'est une grotte. Eh ben oui, c'est Voilà. ça. Et puis alors, les grains qui tombent, ça c'est fini, on n'en veut plus. Ouais. Donc on va chercher un mutant, ils l'ont certainement pas dit comme ça, dont les grains restent collés à l'épi. Alors tout le monde s'imagine qu'un épi de maïs ou un épi de blé c'est un truc naturel. Absolument pas, parce que ça rend la plante cultivée incapable de se reproduire. Ah oui. Un épi de blé avec les grains de blé qui restent collés, c'est antinaturel.
les gylops, le blé sauvage, il y a les grains qui tombent aussi, Eh oui. comme la théocinthe. Donc ça, c'est Donc déjà une ça, c'est première un sélection. premier truc, première sélection. De toutes les plantes cultivées, l'homme a trouvé des mutants dont le grain reste collé sur un épi et qu'il peut le ramasser tranquillement, en une seule fois, et le faire sécher chez lui sans problème. Bon, première chose. Ensuite, il y avait l'énorme boulot de casser la coquille là, autour du grain. Eh oui. Alors là, partout, et c'est vrai dans tout le monde entier, l'homme a cherché des grains nus. Eh oui. Tu me parlais des grains nus de Les courge. courges à graines nues, oui, les courges à graines nues. C'est la même démarche. Et ils ont trouvé des maïs à grains nus. Il n'y a plus la coque. Le maïs actuel, il n'y a plus la coque. C'est vrai qu'enlever les téguments, c'est pénible. Ah mais c'est un travail de fou. Et puis on écrase le petit grain à l'intérieur. Moi je l'ai fait, c'est très C'est comme une toute petite noisette, quoi. C'est une petite noisette. Ça ressemble à un mini grain de maïs. Bon, j'aurais dû en casser un, l'amener. On pourra le faire. Et donc on a fait du maïs à grains nus, comme on a fait du blé à grains nus, le blé à grains nus, le blé dur à grains nus, le seigle à grains nus. Alors t'en as amené un vêtu, hein, je crois que celui-ci... Bon, alors oui, ben ça bon, c'est une mutation spéciale bon. mais en fait si tu vas derrière, il y a un grain qui est quand même un grain nu. Il a des glumes qui l'enveloppent, mais dedans il n'a pas la coque dure quand même. Voilà. Bon, enfin, c'est une mutation plus récente. C'est juste pour le folk. Voilà, c'est un épi de maïs avec une petite... Avec des glumes qui recouvrent les grains. Voilà, c'est juste pour le petit sachet pour chaque grain. Voilà. Donc, bon, d'abord les grains restent collés sur l'épi, ok. Ensuite, il n'y a plus de coque dure. ouais. Et puis après, alors on arrive à ce qu'on appelle les proto-maïs, parce qu'on a fait des analyses ADN maintenant, d'ADN ancien, et on s'aperçoit que le maïs, bon ok, les hommes ont commencé à le sélectionner vers 9000 ans à partir du présent, hein, Ouais. 7000 avant Jésus-Christ si on veut, 9000 ans, mais jusqu'à 5-6 000 ans avant le présent, on voit bien génétiquement que la plante qui est cultivée n'a pas encore toutes les mutations du maïs actuel. Ah oui, ça a mis du Donc temps. ça a mis du temps, ça a mis 2-3 millénaires, et moi je me suis amusé en croisant des théocinthes avec du maïs, on peut toujours le faire maintenant, ils se croisent toujours, ils ont même de chromosomes et tout. On retrouve dans la descendance un peu toutes les étapes. Alors ça c'est de la théocinthe, on est d'accord? Ça c'est de la théocinthe avec des grains. Je vais montrer en gros plan. Donc ça c'est la théocinthe primitive hein, de départ avec les petits grains. Ça c'est déjà du maïs. Voilà. C'est un maïs à deux rangs. Ça c'est un proto-maïs, allez, un proto-maïs. Alors on a deux rangs qui commencent à avoir plus de grains. Là, ouais, voilà, et puis les grains commencent à être découverts. Et puis voilà un autre proto-maïs. Alors ça, on commence à avoir un truc qui ressemble un peu plus au maïs. Donc ça c'est quoi ça? Il y a 5000 ans ça? Allez, par là, ouais. 5-6 voilà. 000 ans. Ouais. Donc là on va dire quoi, les 30-40 grains. Ouais. Voilà. Voilà, alors voilà un petit peu plus évolué, on va dire. Voilà, après c'est le nombre de... au départ il y avait le nombre de rangs qui augmente. Rang, oui. Il y avait 2 rangs, 4 rangs, 6 rangs, ça va par 2. Hein. Aujourd'hui on arrive à 14 rangs je crois ça. On arrive à les choclos chiliens. Chilien, oui, c'est un nom indien pour dire maïs simplement, mais on appelle le choclo au Chili. Il y a des épis de 32 rangs. 32 rangs, oh la vache. Et alors ça c'est pour montrer que l'épi au départ, la théocinthe est une plante branchue. Alors la théocinthe elle est pleine de branches, elle n'est pas comme le pied de maïs où on voit qu'une tige, il y a tout un tas de branches, ça fait un buisson avec des tas de branches. Ouais. Au bout de chaque branche il y a une fleur mâle qui à maturité tombe d'ailleurs, elle n'y est plus, là elle tombe, elle se défait. Et puis à l'aisselle de chaque feuille il y a ces petits groupes de petits épis qu'on a vu tout à l'heure. Ça c'est la théocinthe. Là déjà ici on a un maïs, on peut dire, un proto-maïs, parce que ce qu'a fait l'homme, voilà, si tu arrives à le montrer, c'est que en fait, l'épi actuel de maïs n'est pas un descendant direct de l'épi de théocinthe. C'est en fait une panicule de bouts de ramification latérale de théocinthe qui, par des mutations, parce qu'on le voit dans les champs, quand on blesse un maïs, il y a des thalles qui font des grains sur la panicule. Hein. C'est des vieux gènes qui se remettent en activité. Ils ont réussi à faire les grains sur une panicule latérale. Et donc on a eu une plante branchue avec un épi au bout de chaque branche. D'accord. C'est une des rares plantes. Et une fleur mâle en haut. C'est une plante assez exceptionnelle. Il y a peu de plantes qui font des épis sur le côté. Non, toutes les graminées font les... Ah, sur le côté. Non, toutes les graminées font souvent des grains et des épis à l'extrémité des branches. Oui, mais sur le principal, mais sur le côté aussi. Oui, il y a des graminées branchues. Mais c'est vrai, pas très souvent, mais il y en a. Alors donc on a une plante branchue avec des épis au bout des branches. Et puis ensuite, par la sélection, les hommes ont réduit la longueur des tiges. On réduit la longueur des tiges là, jusqu'à ce que l'épi soit ici près de la tige principale. Donc on ne sait plus que c'est une branche latérale, mais ça n'est une. D'accord. Et en plus cet épi, toutes les feuilles de la tige là,
elles sont rassemblées autour de l'épi. Ce qu'on appelle les spats. Et alors ça, c'est un coup de génie, parce qu'ils avaient fait des grains nus, donc qui étaient que les oiseaux pouvaient Accessible manger, facilement. les insectes, etc. Et ils ont protégé l'épi de grains nus avec les anciennes feuilles de la tige latérale. Et donc Qui- on a tout, qui est on a devenu- on a réduit, tout concentré. réduit la tige, ramené les feuilles, Ouais, et recouvert les et si grains. on coupe un épi, on retrouve les nœuds, les entre-nœuds, les feuilles et tout ça est Ça a été concentré compacté. autour. Ça a été compacté. Voilà. Donc C'est c'était des c'est pour ça que manipulateurs terribles, les quand- sélectionneurs. quelques milliers d'années de sélection, ils y sont arrivés. C'est extraordinaire, mais ça paraît étonnant, mais ils y sont arrivés. Et voilà, donc maintenant, on arrive à la structure actuelle du maïs, avec un épi qui a, on va dire en gros, un épi ou deux épis ou 7 épis, hein, parce qu'il y a et on a peut avoir conservé beaucoup de branches latérales, si on veut, et qui sont vers le milieu de la plante. Ce qui est exceptionnel, ça, pour une graminée. Et qui a un énorme avantage, c'est que tu peux avoir des très gros épis avec une grosse charge en grains, mais la tiennent. charge, au lieu d'être en haut de la tige et de faire Ouais, verser du coup, ça évite, comme un pied d'orge ou de blé, Ouais. ça permet de moins verser. Alors pour arriver au maïs qu'on connaît, le classique, là aujourd'hui, Ouais. c'était quand ça? Du maïs comme ça, je pense qu'il y a 5000 ans, on avait du maïs comme ça. Des épis D'accord. peut-être un peu petits comme ça. Moi j'ai vu des maïs dans les tombes Nazca, ou des trucs comme ça, très anciens. C'est des petits maïs comme ça. Donc il a fallu c'est déjà le 4000 ans pour arriver à ce qu'on a aujourd'hui après. Ouais, je pense peut-être 3000 ans, on ne Ouais. sait pas exactement. Mais il a fallu plusieurs millénaires pour arriver au maïs, à la structure telle qu'il est actuellement. D'accord. Et pour la dissémination, alors, parce que ça c'était cultivé principalement par certaines peuplades d'Amérique centrale, on va dire. Voilà, de la montagne, en plus dans les montagnes. Ouais. Et à partir de quand la plante s'est Voilà, disséminée alors, dans le monde? très rapidement, puisqu'on sait que vers 3000 avant Jésus-Christ, il y avait déjà du maïs sur la côte ouest du Pérou. Donc Ouais. déjà, il avait voyagé depuis les Ouais, c'était montagnes du encore en Mexique. Amérique centrale. Ah, c'était encore. Pendant 7000 ans, le maïs est resté entre les deux tropiques. C'était une plante Donc tropicale. Mexique, Pérou, Colombie. Oui, Colombie, toute l'Amazonie, il y avait du maïs, et jusque dans les Andes, etc., il y avait du maïs. Dans toute la zone intertropicale, il y avait du maïs. Et à partir de quand il a conquis le Eh monde? ben, curieusement, assez récemment, puisqu'on sait que c'est des populations de chasseurs-cueilleurs vers l'an 500, on va dire. Vers l'an 500 de notre ère, Ouais. dans la région du sud-ouest des États-Unis, Donc il y a seulement 1500 ans. voilà, Ah, c'est très récent. que le maïs est passé à la zone tempérée. Ça a été difficile, bon, les généticiens l'expliquent plus ou moins, il faut quand même pas mal de modifications génétiques pour que une plante tropicale accepte de fleurir avec des jours longs et des Ah oui. nuits courtes. Parce qu'encore aujourd'hui, si on prend une variété chilienne ou mexicaine ou péruvienne, Ah, on a du mal à la faire. Si on prend une variété tropicale de maïs actuellement, Moi j'ai essayé, j'ai pas mais réussi. beaucoup de gens ont fait ça, et alors le maïs devient immense, il monte, parce qu'il ne fleurit pas. Les nuits d'été ici sont trop courtes pour la fabrication d'une certaine hormone qui déclenche la floraison. Donc on a une plante qui monte Il à ne fleurit 6-7 pas, mètres. Hein. la plante monte à 6-7 mètres, fait des feuilles, des feuilles, des feuilles, des racines, des racines, des racines. En général, elle tombe. Si elle arrive à tenir debout et arriver jusqu'au mois de septembre, quand les jours raccourcissent, que les nuits rallongent, Là on peut avoir une fructification. on peut avoir une fructification, quelques grains, etc. Parce que j'ai vu, je sais qu'il y a des gens en France qui ont réussi à avoir des maïs de 6-7 mètres avec des épis. Mais c'est très facile. Oui, ça peut se faire quelques épis. Oui. Et puis après, il y a des trucs. On peut s'amuser. J'ai vu des chercheurs russes qui, parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'aller dans l'hémisphère sud, mettaient une cabane tous les soirs à 6 heures sur leur maïs Ah oui, au couvert, ouais. pour raccourcir la journée, Parce allonger la on m'a nuit. proposé de faire ça aussi pour les patates douces, que les Et- patates douces c'est et- pareil, elles tubérisent à partir de Gercourt, donc les recouvrir tous les soirs à 6 Les heures. recouvrir tous les soirs à 6 heures. Donc on fait des jours tropicaux, si on veut, et le maïs fleurit. D'accord. Donc depuis 1500 ans, la plante s'est disséminée La dans plante le s'est monde, disséminée, non, en Amérique. en Amérique. Et alors, elle est montée, et quand on va aller vite, hein, quand les Européens sont arrivés, il y avait du maïs partout en Amérique, depuis les rives du Saint-Laurent, au Ouais. nord, jusqu'à ce qui est l'Argentine actuelle. Donc c'est Christophe Colomb qui a ramené les premiers épis. Ça, c'est vrai, Ouais. et il les a ramenés des Caraïbes. Puis ensuite, tous les autres navigateurs ont ramené les épis de partout en Amérique, et les agriculteurs européens ils n'ont rien à faire, ils ont juste trié ceux qui s'adaptaient le mieux chez eux. Alors, les maïs de l'Amérique du Nord, les maïs des Indiens de l'Amérique du Nord, étaient les maïs cornés, les maïs C'est ce qu'on appelle voilà. les Northern Flint. Les Northern Flint, voilà, ça c'est un maïs alsacien, mais en fait c'est typiquement un Northern Flint. Alors il se reconnaît parce qu'il est long, comme ça il est Long, effilé. il a des grains ronds, celui-là il a peut-être un peu plus, il a 8 rangs Il est en un peu principe, brillant, il est dur. corné, ouais, voilà, il est vitreux. Ça c'est typiquement une évolution d'un maïs d'Amérique du Nord. Voilà. Northern Flint.
Celui-là, il est déjà un peu mitigé avec des maïs coniques, Attends, etc. celui-là, il faut le montrer parce qu'on ne le voit pas bien. Oui, Ça, pardon. donc ça, c'est plus petit, plus conique. Ça, c'est variété pyrénéenne. C'est un intermédiaire entre les Northern Flint, qui sont cornés et précoces, Ouais. et les Southern Dent. Donc voilà. Alors, ça, c'est la deuxième lignée, on va dire. Voilà, c'est une Ça, c'est les maïs famille du sud de l'Amérique. du sud des États-Unis. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de plus? Ils sont un peu moins longs, un peu plus... Plus de rangs, plus des trapus. grains beaucoup plus profonds. Et la surface des grains, il n'y a pas de maïs d'amidon vitreux en surface. Donc quand il sèche, il se creuse comme une dent. C'est pour ça, c'est ce qu'on dit, appelle le maïs denté. C'est ce qu'on appelle le maïs denté. Donc c'est dentata, le nom latin, dentata. Dentata, oui, parce qu'ils donnent des noms latins, mais enfin c'est du maïs. Hein, c'est le même, c'est des variétés, on va dire. C'est des variétés, voilà. Donc les explorateurs amènent du maïs du nord de l'Amérique, du maïs du sud de l'Amérique. Du sud, du centre, de partout. Ils ramènent des maïs dentés, des maïs cornés, des maïs qu'on n'a pas ici, qu'on appelle des maïs farineux. Ils sont comme les cornets, mais dedans c'est tout de la farine. Ouais. Des maïs popcorn, ils avaient inventé ça aussi. Le maïs à éclater, le popcorn. Hein, voilà, ça c'est un hybride moderne, mais qui est brillant aussi. Popcorn, oui, qui est très dur. Car lui c'est que de l'amidon vitreux dedans. Voilà. C'est pour ça qu'il explose très fort. Et puis du maïs doux, ils avaient inventé le maïs doux aussi. Et puis les couleurs, toutes les couleurs. Jaune, les 4 couleurs sacrées des Amérindiens, c'est le rouge, le jaune. Voilà, le rouge, qui est un peu marron, enfin il est bien rouge. Hein. Ouais. Le jaune. Là d'un coup, j'espère qu'on nous entendra bien, mais bon. Le jaune. Ouais. Alors là, on voit qu'ici, par exemple, il y a un jaune avec un petit grain de rouge. C'est parce qu'il y a eu un grain de pollen. C'est un grain de pollen de mes... Ça, je cultive ça dans ma pépinière. Et il y a malheureusement mes maïs Hopi qui sont pas très loin. Tu peux les montrer. Et il y a quelques grains de pollen qui vont me polluer les autres. Alors, maïs. si vous avez du pollen de maïs Hopi Blue, c'est donc une variété bleue de maïs qui va tomber sur une variété jaune, ça va faire un grain bleu. Vous avez plus ou moins bleu. Donc ça veut dire que là, sur tous, il y a quoi, 500 grains là-dedans, 400 grains. Il y a un grain de pollen qui a été qui vient de la tribu à côté. C'est un exemple d'hybridation. Oui, exemple d'hybridation. Donc les maïs arrivent, on va dire, vers 1500 en Europe, et ils sont bien acceptés tout de suite, ou ils sont... Comment ça se passe? Alors, ils cultivaient surtout du millet dans le sud-ouest de la France, beaucoup de millet, mais en fait, les agriculteurs européens avaient les céréales antiques qui venaient du Moyen-Orient, blé, orge, seigle, avoine, etc. Ouais. Ils avaient ensuite les céréales chinoises qui étaient arrivées il y a 2000 ans, 1000 ans, c'est-à-dire le sarrasin et le millet, ça c'était chinois, ça venait de Chine. Le riz, non? Et le riz, il y en avait que, il fallait beaucoup d'eau, il n'y en avait que dans le sud, là-bas, peut-être un peu. Oui, parce que chaque continent, en Europe, on a plutôt le blé, en Asie, ils ont plutôt le riz, en Amérique, ils ont plutôt le maïs. Chaque continent a son... C'est-à-dire, chaque continent a inventé, a domestiqué des plantes. Par exemple, la pastèque, ça vient d'Afrique. Le cornichon, il vient d'Asie. La courge vient d'Amérique du Sud. Même des fois, dans la même famille, la domestication s'est faite dans différentes zones. Alors évidemment, le riz, c'est la plante du sud de la Chine, comme le millet était la plante du nord de la Chine. Tout l'empire chinois s'est fait en mangeant du millet. Et les Chinois du nord et du centre ne mangent pas beaucoup de riz. Hein. D'accord. Ils mangent du blé. Donc jusqu'à 1500, on cultive en Europe principalement du blé ou du millet? On cultive les céréales méditerranéennes, blé, orge, avoine. On cultive millet et sarrasin. Et puis le maïs arrive. Sarrasin, c'est ce qu'on appelle le blé noir. Hein. Oui, le blé noir, qui est aussi une plante chinoise. Ouais. Et puis le maïs arrive. Alors, les dates, on voit qu'au XVIe siècle, il est là le maïs, puisque Christophe Colomb a ramené, et puis Jacques Cartier, et puis tous les autres, ils ont ramené du maïs. Il y a du maïs, mais c'est une curiosité. Il est dans les collections botaniques, on appelle ça le blé d'Inde, dans les jardins. Et on l'appelait le blé d'Inde. C'était assez logique. D'ailleurs, on l'appelait comme ça au Canada. On l'appelle toujours comme ça au Canada. Toujours ça, les épluchettes de blé d'Inde, c'est toujours populaire au Canada. Et alors, ce maïs pendant tout on va dire le XVIe siècle, il reste confidentiel. Et puis après, à partir du XVIIe siècle, on voit que ça y est, il commence à se cultiver. On le trouve sur les gens l'ont essayé, et puis c'est simple. Un pied de maïs, ça produit 2 fois plus qu'un pied de millet. Point. Ah oui. Donc pour une raison. Pourtant, il y a des gens qui disent que le rendement, c'est pas bien. Ce que tu veux, mais enfin, quand tu manges avec ça, tu es content d'avoir l'assiette 2 fois plus grosse. Et il y a une raison pour le maïs, mais qui est aussi la même pour la canne à sucre et d'autres plantes. Certaines graminées tropicales ont une photosynthèse, que j'appelle turbo, on appelle ça en C4, qui concentre les atomes de carbone davantage et dont la photosynthèse est plus efficace. Donc c'est normal qu'un maïs produise en gros 30% de plus que du blé ou du... Oui, puis ce qu'on ne sait pas souvent, c'est que le maïs, globalement, consomme moins d'eau que du blé. Alors, non, je ne dirais pas ça. Je dirais que pour faire 1 kg de matière sèche, le maïs a besoin de 550 litres
Ouais. Le blé a besoin, il n'est pas loin. Il a besoin de 600 litres. Ah, donc un peu près. plus. Ouais, un petit peu plus. Mais l'avantage, c'est que le blé consomme de l'homme quand nous, on en Le a. problème, c'est que le blé, enfin le problème, la solution, c'est que le blé, c'est une plante méditerranéenne, donc qui fonctionne, c'est une plante d'hiver, Voilà, qui consomme de l'eau et quand qui on en se a. développe pendant qu'il y a de l'eau. Tandis que le maïs, c'est une plante de montagne d'été, là-bas Qui consomme de tropicale, l'eau en juillet. qui a besoin d'eau en juillet. Et Et l'eau, puis qui n'a c'est- pas des racines profondes comme le tournesol, qui a Voilà. des racines superficielles. Donc, en juillet, il lui faut du sol frais. Voilà. Voilà. Donc le maïs dans le monde est cultivé où? Dans les zones. Essentiellement dans les pays à été humide, les États-Unis, la Chine, il irrigue. Un Chinois, tu lui dis irriguer le maïs, il rigole. Il rigole, parce que lui, il irrigue le blé. Alors on fait aussi de la culture extensive dans l'Europe de l'Est, on peut là, tout ça, on fait. Oui, il n'irrigue pas non plus. Mais ça, c'est une autre solution, c'est la solution extensive. Quand vous avez 7000 hectares, ce qui était la surface de nos clients ukrainiens à une époque, quand vous avez 7000 hectares, ça vous fait rien de faire... On a intérêt à avoir une bonne semeuse. Vous faites 60 quintaux de moyenne Ouais. sur 7000 hectares, avec Ça va. très peu de coûts, les machines très bien amorties, ça va. Ouais. Et vous vendez du maïs 2 fois moins cher que le maïs français, Parce qu'il coûte très peu cher à faire. parce qu'il coûte très peu cher à faire, et vous n'irriguez pas, il suffit de prendre des variétés plus précoces, de façon à vous arriver à les faire fleurir à la fin juin. Ils ont des très bonnes terres aussi. Hein. Ouais. Donc les pluies de printemps, il y a encore un peu d'eau dans le sol, et vous arrivez à remplir les grains pendant le début du mois de juillet, Ouais. et c'est gagné. Alors quel est l'intérêt de faire des variétés longues si on peut avoir des variétés précoces? Parce qu'on veut dire si on peut avoir des Le variétés. rendement. Une variété précoce pousse vite mais moins fort. Elle pousse vite, elle a moins de temps de fabriquer de la matière Voilà. sèche, donc forcément elle a des rendements plus limités. Mais quand on a 7000 hectares, qu'on est en Ukraine avec une très bonne terre, une bonne année où il pleut un petit peu en été, on fait 80 quintaux, une mauvaise année où il pleut pas du tout, on fait 40 quintaux, on fait 60 quintaux de moyenne sur 7000 hectares, et on gagne très bien sa vie, on achète la ferme à côté l'année d'après. C'est ce qui se passe. Voilà, donc on peut cultiver du maïs sans irrigation, en zone à été sec, mais à condition de le faire en extensif avec des très grandes surfaces. Si vous le faites en extensif sur 15 hectares en chalosse, vous ne payez même pas votre fermage. c'est ça. C'est ça le problème. Donc on en revient à notre histoire. Donc à partir du 7e siècle, la culture se développe, Ouais. Elle prend la place du millet parce que il y a plus de Oui, rendement. on peut dire qu'à partir de 1700, le maïs a pris la place, presque toute la place du millet et d'une partie du sarrasin. On voit dans les Pyrénées, dans le sud-ouest que je connais bien. Hein. D'accord. Voilà, Et donc là, la regarde. culture se développe pendant 200 ans à peu près Oui, stable. elle arrive à un maximum à la fin du 19e siècle, où en France on avait, je crois, dans les 650 000 hectares de maïs, qui servait essentiellement pour l'alimentation humaine, ça il ne faut pas l'oublier. À l'époque, C'était le pain du pauvre. Ah ben oui, c'était pas pour... il n'y avait que les riches qui avaient des animaux, on en donnait aussi aux animaux, mais Donc c'était on que les mangeait les riches. polenta, Les pauvres, ils mangeaient l'équivalent, ça s'appelle le millas. le millas dans le sud-ouest, oui. Oui, la broye ou l'escautou, il y a plein de noms dans le En Italie, sud-ouest. c'était la polenta. Voilà, et pour les gens de Bourgogne, ça s'appelait des godes. Voilà. Ouais. Donc c'était des bouillies de. C'était des Mais bouillies de d'ailleurs, céréales. dans certains pays d'Afrique, moi j'ai été par exemple au Bénin. Au Bénin aujourd'hui, on mange du maïs. Toute l'Afrique subsaharienne, j'ai lu l'autre jour qu'il y avait 200 millions de familles en Afrique qui dépendent du maïs pour l'alimentation de tous les jours. Voilà, c'est Humaine, c'est la farine de maïs avec de l'eau, quoi. Avec de l'eau. Avec un peu de jus de quelque chose. Ça a toujours été l'alimentation des paysans pauvres depuis 10 000 ans, c'est la farine de Alors, céréales. avec l'inconvénient de problème de nutriments, si on mange que du Oui, maïs, si on mange que du maïs, on a une maladie. d'abord si on mange que des céréales, on a des problèmes. Parce Ouais. qu'une céréale, c'est très riche en énergie, pas de problème, C'est du sucre. plein d'amidon, c'est du sucre. Bon. Mais en protéines, ça tourne difficilement à 10%, on va dire du côté de 10%, et en minéraux, c'est un peu faible aussi. Donc, un gars qui ne mange que des céréales, maïs ou autre, c'était l'exemple des métayers de Marquez, tu sais, ou les musées de Général, les musées de Marquez, le propriétaire a pesé ses métayers adultes, vers 1850. Les hommes adultes, 1,55 m, 50 kg. Ah oui, Ouais, c'était Parce la qu'ils mangeaient moyenne que du des hommes maïs. adultes. Pas que du maïs, du seigle aussi, ils mangeaient, beaucoup ouais, de que seigle, des céréales. maïs et millet. Donc, vous avez Que une des céréales et de la alimentation très flotte sur un déséquilibrée. sol, pas du tout calcaire en plus, sur un sol acide, hein, ça n'arrangeait pas les choses. Ouais. Et ils ne pouvaient pas croître, tu n'as pas de protéines, tu n'as pas de minéraux, tu ne peux pas faire une grosse carcasse. Mais t'as pas les- Les gènes s'adaptent, l'épigénétique est là, ça marche super, Donc ça fait et des on, petits on bonhommes. réduit la voilure et ça fait des petits bonhommes, qui ne sont pas forcément en mauvaise santé non plus, mais Ouais. des petits bonhommes. Donc pendant 200 ans, la culture se passe bien, Ouais. jusqu'à, on va dire, début du XXe siècle.
Oui, alors oui, ça, l'alimentation à base de céréales, elle a duré jusqu'au grand exode rural de la fin du 19e et du début du 20e, Ouais. où tous les agriculteurs pauvres sont partis en ville, Ouais. c'est tout. Et ceux qui sont restés, c'était quand même des agriculteurs plus riches et qui se sont enrichis. Et dès qu'ils ont pu, Ils ont mangé de la viande. oui, aussi, oui, mais pas seulement. Au lieu de manger de la céréale de pauvre qui était le maïs, qui avait une très mauvaise image, le maïs, Encore aujourd'hui, moi je connais des gens qui c'était la n'aiment pas bouffe de manger. pauvre. Voilà, je Ils connais des veulent gens pas qui mangent manger. pas de Ils ont maïs parce honte que de c'est pour les manger poules, le maïs. le C'est maïs. pour les, on dit pour les poules, mais avant on disait pour les pauvres. Ouais, Et dès que les gens ont été un petit peu plus riches, ils se sont mis à manger ce que mangeaient les riches au Du blé. XVIIIe siècle, du pain de froment. Voilà. Ça, c'était prestigieux. du bon Pas blé. le maïs, c'était pour les pauvres. Et donc l'alimentation humaine maïs a complètement chuté. Et entre les deux guerres, les agriculteurs se sont retrouvés à faire du maïs, plus pour l'alimentation humaine, mais pour l'alimentation animale uniquement. Et c'est là que tout a changé. Parce qu'ils ont commencé à vendre tout leur maïs. Ils ont essayé de faire du rendement. C'est là qu'on a fait granter le grand roubasque d'Espagne, qui est un truc tardif, hein, pas bien adapté, mais qui fait du rendement, Ouais. parce qu'on commençait, le maïs est passé comme céréale de marché. Voilà. Elle était une céréale d'alimentation Culture humaine, vivrière, culture vivrière. Elle est devenue une production pour le marché. Voilà, pour le Et business. ça a tout changé. D'accord. Et donc, on a commencé à faire des semences pour les bêtes, et puis vers 1930 arrivent les premiers hybrides. Non, alors oui, je vais raconter tout à l'heure, invention des hybrides F1 de lignée pure, pour être 1908. précis, hein, parce que des hybrides, il y en a depuis la nuit du Ouais. temps, chez toutes les plantes allogènes. Oui, on parle d'hybride pour aller plus vite, mais c'est Hybride hybride F1 de lignée lignée pure. pure. Alors je remettrai le lien de la vidéo juste Ouais. là, pour, parce Alors, qu'on il va pas parler des hybrides faut essais, mais on peut- préciser, voilà. préciser. Et donc, à part 1908, le concept est inventé par ces messieurs chouléistes, là, ces universitaires américains, pas par les multinationales qui n'existaient pas, je le redis pour les complotistes. Mais l'INRA américaine, qui s'appelle l'USDA, Ouais. ne l'accepte pas. Pourquoi? Compliqué à produire, Ah bon? cher à produire. Il faut dire que les premières lignées étaient vraiment dégueulasses, hein, Ouais. très difficiles à produire. Non, ça vaut pas le coup. On continue à améliorer nos populations. Non. Donc ils rejettent l'idée au départ. Jusqu'à 1930, 30, 32, 33. Entre-temps, il y a un petit malin qui a inventé les hybrides doubles. Dire ouais, c'est difficile de produire un hybride, mais si je fais un hybride avec des lignées sœurs comme femelles et un hybride avec des lignées sœurs comme mâles, ça c'est beaucoup plus productif que la lignée pure. Et je fais un hybride qu'on appelle un hybride double, qui est moins homogène que le F1 Mais qui est bien, de lignée qui est bien pure, productif quand même. mais quand même bien productif et beaucoup plus facile à produire. Et on a commencé avec des hybrides doubles dans les années 30 aux États-Unis. Ici, on ne savait pas ce que c'était. Ouais. Et donc aux États-Unis, entre 1933, je crois, et 1943, on est passé de 0% d'hybride F1 de lignée pure à 100% d'hybride F1 En de 10 lignée ans. pure. En 10 ans. Et il s'est passé exactement la même chose en Europe. Après la guerre. Le maïs est arrivé après la guerre. Et entre 1950, on va dire vraiment le plan Marshall a amené des maïs américains. Tout le monde a essayé des hybrides plus ou moins adaptés, trop tardifs, machin. Mais enfin bon, on s'est aperçu que ça faisait vachement de rendement, qu'il y avait des bonnes racines et tout ça. Les agriculteurs de l'époque se souviennent bien. Pendant 10 ans, dans les Pyrénées, les agriculteurs ont conservé leur population ancienne et les hybrides qui arrivaient. Oui, parce qu'ils n'étaient pas trop sûrs de... Ah, ils n'étaient pas. Alors, les anciens étaient contre, d'abord, ce truc américain, étranger. Ouais, Il l'appelait pas l'hybride, il parlait pas d'hybride, il l'appelait l'américain. Le maïs américain. L'américain, c'est ça, un truc étranger, qu'est-ce que c'est ça? On se méfie toujours des Et puis nouveautés. alors les grains sont pointus, là, carrés, ils font mal aux poules, ça va pas pour gaver les oies, alors que nos anciens avaient le grain rond qui était beaucoup mieux, et puis il est moins bon, enfin bon, voilà. Il y a eu une opposition quand même. Normal, il y a toujours des oppositions. Des anciens, des femmes qui étaient les maîtresses du gavage, qui ne voulaient pas de ces grains comme ça, qui voulaient des grains ronds. Donc longtemps, ils ont continué à faire le maïs ancien pour faire le gavage. Voilà un maïs parfait pour gaver. C'est un maïs de Gironde, bien rond, cornet blanc, parfait pour le gavage. D'accord. La moitié des maïs étaient blancs hein, en France. Hein. On va parler des couleurs après. On va parler des couleurs après. Bon, et... Donc au bout de 10 ans, ils ont été... Au bout de 10 ans, ils ont basculé sur les hybrides F1 de lignée pure, sur les Américains qu'ils ont commencé à appeler des hybrides. Et voilà. Puis, aujourd'hui, ils ont abandonné les variétés. Heureusement que les copés du coin, les sélectionneurs, les premiers sélectionneurs locaux, ils avaient besoin de partir de quelque chose pour faire des lignées adaptées à l'Europe.
Eh ben, ils ont utilisé des récupéré les variétés, populations et ils ont fait des lignées à partir des populations. C'est Voilà. pour ça qu'on en a gardé 264. Et aujourd'hui, c'est 100% des exploitants agricoles qui utilisent des hybrides F1 de lignée pure. 99,9. 99. Je veux pas éliminer les quelques producteurs. Donc voilà, juste pour parler rendement, avant les hybrides, on était environ 10 quintaux l'hectare. Alors, moi j'ai des chiffres d'un de mes grands-pères, hein, Ouais. dans les années 30. En blé, il faisait une bonne année, hein, on parle d'un bon rendement réussi. Il faisait 10 quintaux en blé. Ouais. Il était content. Et en maïs, il faisait 20 quintaux. 20 quintaux de blé à l'hectare. 20 De quintaux de maïs. oui. Donc le maïs était déjà beaucoup plus productif que le blé, toujours été plus productif que le blé. D'ailleurs, son prix sur le marché était la moitié de celui du blé, hein, il n'y a pas de mystère. Hein. Et puis, en plus, il n'est pas panifiable, donc il n'y a pas de gluten, donc voilà, il n'avait pas la même valeur marchande de toute façon. Donc on avait 20 quintaux en moyenne avant les hybrides. Et ça, je te parle entre deux guerres. Ouais. Le chiffre moyen officiel rendement en France maïs, c'est 13 quintaux en 1946. Bon, je me rappelle ça, c'est ma date de naissance. Et aujourd'hui, on est à peu près à 10 fois plus. Oui, on est autour de 95-100 quintaux suivant les années. D'accord, c'est 8 non, pas, c'est 8 fois plus, 7-8 fois plus. Voilà, ouais. Donc à l'amélioration génétique, à l'amélioration des traitements, à l'amélioration de plein de choses. Il y a tout. Justement, ça a été très bien mesuré, ça, parce que ça a toujours étonné qu'on puisse continuer à augmenter la productivité d'une plante, c'est toujours étonnant. Mais là, depuis quelques années, on est un peu en plateau, non? Alors c'est vrai, si tu prends la tendance sur 50 ans, tu trouves 1,4 quintaux de maïs par an de plus, en moyenne, en France. C'est pas mal. Un quintal, c'est 100 kg, donc ça veut dire 140 kg de plus par hectare par an. Si tu regardes en détail, si tu fais des essais spéciaux pour calculer la part de génétique et la part de pas génétique, tu vois que pendant très longtemps, 60% de ces 1,4, c'était de la génétique. Et le reste, c'était les engrais, le désherbage, l'irrigation, essentiellement. Ouais. Bon, voilà. Et puis ça a évolué, les gens, on a un peu arrivé un peu au bout de l'amélioration des techniques d'irrigation, de fertilisation, on a serré un peu les boulons aussi sur les coûts des engrais, etc. Et actuellement, on est à peu près 80% génétique et 20% d'amélioration agronomique. Et là, on a ce qu'on appelle le plafond de verre, à un moment donné, on arrive au maximum. C'est comme le 100 mètres, on ne fera jamais moins de 9 secondes. On ne sait pas exactement, on n'est pas sûr de la raison. Mais ce qu'on voit, si tu prends la tendance sur 50 ans, bon, es là, tu fais une ligne droite, 1,4. Ah oui, mais si tu la prends que sur les 10 dernières années, on n'est plus à 1,4. On est à moins de 1. Qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas, on se pose la question. J'en ai pas la question. Les arbres ne montent pas au ciel. Hein. Oui, on peut dire ça, mais on n'en sait rien, parce qu'en même temps, les Américains qui étaient en dessous de nous, quand nous on était à 80 quintaux, ils étaient à 70, on disait bon d'accord, ils sont gros, ils sont balèzes, mais ils sont moins bons que nous à l'hectare. Maintenant, ils sont à 110 quintaux et plus à l'hectare. Donc non, c'est pas ça. En même temps, on ne va pas aller à 200, 300 quintaux l'hectare, à un moment donné, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter, oui. On sait qu'il y a un potentiel quand même d'environ 200 quintaux dans des très 200 quintaux. Oui, 200 quintaux dans des très bonnes conditions. Alors après, il faut intégrer à ça les nouveautés, c'est-à-dire que maintenant on a des outils comme CRISPR-Cas9 par exemple, qui est des outils de sélection génétique, qui nous permettent d'envisager peut-être des choses incroyables. Hein. Oui, qui nous permettront peut-être, on verra. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas de variété sur le terrain qui découle de l'utilisation de CRISPR-Cas9. Mais on sait que c'est un outil prometteur qu'on pourra faire. L'évolution de la génétique, le fait qu'un jour on pourra faire des super plantes. Non, attention, il y a une chose moi qui me freine là-dessus, c'est que ces techniques-là, aussi puissantes soient-elles comme CRISPR-Cas9 ou les transgéniques, etc., ce n'est efficace que sur un gène, 2 gènes. C'est des trucs ponctuels. Ouais. Donc avec ces techniques-là, tu es capable d'éteindre ou d'allumer ou de changer un gène qui va faire une protéine qui va peut-être te donner une tolérance à une maladie. Ok, mais tu n'es pas capable de changer les 50 000 gènes du maïs et les milliards d'interactions entre les 50 000. Tu n'es pas capable. Il y a plus de gènes dans le maïs que dans l'être humain. Dans l'être humain, oui, c'est clair. Mais les plantes, oui. Enfin, ça, c'est aujourd'hui, on est en 2020. Peut-être que dans 10 ans, CRISPR va nous faire des trucs incroyables. Va faire des trucs incroyables, mais certainement qu'ils vont arriver quand même à des résistances à des maladies et des choses comme ça intéressantes. Ouais. Mais faire une variété avec ces 50 000 gènes et tout ça et toutes les interactions, pour l'instant, on ne sait pas faire avec les biotechnologies. D'accord. Donc là, on a vu toute l'évolution de 9000 ans de maïs. Pour terminer, je voudrais qu'on parle des couleurs, parce que c'est vrai que les maïs, pour beaucoup de gens, c'est comme ça et c'est jaune. Et en fait, il faut savoir qu'il y a donc du maïs rouge, qui est plutôt apprécié en Amérique du Sud. Hein, Écoute, tout ça, toutes ces couleurs, elles se sont faites, c'est pas nous qui les avons inventées, c'est les Amérindiens.
pendant des millénaires, parce que la théocinthe, une fois que tu as enlevé la coque, L'écorce noire là. et j'avais le petit proto-maïs là à 2 rangs, là où est-ce qu'il est la bête là? Le Doran, il doit être là, voilà. Voilà. Il est quoi? Il est blanc. Ouais. Parce que le grain de théocinthe, il est, enfin, disons ivoire. Hein. Voilà la couleur d'origine du maïs, c'est ça, c'est blanc ivoire. C'est la couleur de la Et théocinthe. après, il y a des pigments qui sont arrivés. Mais il y a des mutants. Ah Et oui. puis j'imagine le petit Amérindien d'il y a 7000 ans, il trouve un grain bleu dans son, Ah, dans son super. maïs. Non, super, je Un le garde, maïs Schtroumpf. je le sème, voilà. Et l'année prochaine, je m'aperçois que j'ai un épi avec plus de grains bleus, etc. Donc c'est des mutations successives qu'ont trouvées les gens Ouais. au cours des millénaires qui ont fait qu'on a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Alors en plus, le maïs, il a 2 enveloppes. Hein. Il y a ce qu'on appelle l'aleurone, je crois. Et Oui, puis alors, oui, la couleur, oulala, elle peut être en plus d'endroits que ça, mais Alors, on a le grain blanc. La plupart des couleurs sont dans cette couche qui est assez riche en protéines, qui est en dessous de la cuticule. Ouais. En général, la cuticule est transparente, et dessous, tu as la couche d'aleurone Ouais. qui peut être colorée. Voilà. Et c'est là qu'on a le bleu, le rouge, le blanc, etc. En Donc, général, le grain, c'est principalement l'amidon, donc c'est blanc. c'est blanc ou Et après, jaune, on a ces deux jaune, enveloppes blanc qui ou peuvent jaune. être soit plutôt bleues avec les Oui. anthocyanes, Et soit alors- plutôt jaune avec les flavonoïdes, je crois. Ah, alors moi, je suis pas capable d'expliquer, je ne me rappelle plus de l'origine de chaque colorant, mais c'est Il y a 2 pigments des principaux, je colorants crois. Hein. C'est les bleus naturels, et les jaunes. oui, Quoi. les bleus, les jaunes peut-être. En tout cas, ça fait des couleurs diverses, et même du maïs vert. Hein. Ouais. Ouais. Osaka. Ouais, le sac vert, il n'est pas facile à maintenir, je vais essayer aussi. Mais attention, il y a aussi une coloration qui peut être sur la cuticule. Et souvent ces rouges, très rouges là, qui n'ont jamais aucun grain d'une autre couleur dedans, c'est parce que c'est la cuticule qui est colorée, pas la couche d'aleurone. Et donc si la femelle a les gènes pour avoir, parce que c'est un organe femelle la cuticule du grain, femelle uniquement. Donc si la femelle a les bons gènes, l'épi est complètement rouge. Ouais. Donc il y a quelques pigments qui sont sur la cuticule, la plupart sont sur la couche d'aleurone, et tu as un peu de variation dans l'amidon entre le blanc et le jaune orangé, et tu as aussi des colorations sur le germe, tu as des taches noires sur le germe. Donc qui les couleurs servent, sont très variées. Les couleurs, il y en a un peu partout, et puis les Amérindiens, eux, ils s'étaient fait une religion de ces couleurs, et ils avaient 4 couleurs sacrées, le bleu, le blanc, le jaune et le rouge. Et ils associaient ça, c'était magique, quoi. Par exemple, au corps humain, comme dans leur mythologie, nous sommes faits, l'homme est fait de pâte de maïs. Ah oui. Dans les Ça c'est quoi? Pour les Aztèques? Les Aztèques, pour les Aztèques. Et les Aztèques et les Mayas. Ouais. L'homme est fait de maïs au départ, les dieux ont fait avec du maïs et leur sang, ils ont fait une pâte, ils ont fait les hommes. Bon. Et donc le maïs, c'est notre corps. Nous sommes, ils le disent, hombres de maïs, nous sommes des hommes de maïs. Et d'ailleurs, les Mayas, on dit le maïs, le nom Maya vient de maïs. Il semble qu'il venait de maïs, ouais. Et alors, les couleurs, le blanc, c'est les os et les dents. Alors le blanc, c'est parce qu'il n'y a pas de pigment. Mais c'est les os et les dents de l'homme. Le bleu, c'est les cheveux, parce qu'ils étaient bruns, les gars. Ah, bah oui. Voilà. Le rouge, c'est le sang. C'est le sang. Et le jaune? Et le jaune, c'est la peau. D'accord. C'est ce qu'ils disent. Et puis ça explique on relie ça aux 4 points cardinaux. Le blanc, c'est le nord. Le jaune, c'est le sud. Le rouge, c'est l'est. Le bleu, c'est l'ouest. Bon, voilà. Ouais, c'est parce que c'est de la magie. Là, c'est de la magie. Ouais. Après, au niveau de la consommation, il y a des habitudes culturelles. Par exemple, en Afrique, on préfère le maïs blanc. Blanc. Et encore, ils vont te dire, ça, c'est pas blanc, Jean. Moi, ils m'ont dit, c'est pas blanc, ça. C'est not white, this is lemon. C'est pas du vrai blanc. Ils veulent du blanc. Donc en maïs, en Afrique, on mange principalement du maïs blanc. On ne va pas manger. Maïs jaune, c'est pour les poules. Pour les animaux. Voilà. Alors, ce qui n'a pas de sens scientifique, c'est non, juste. Parce qu'en fait, c'est même une erreur alimentaire, parce que le maïs jaune contient plus de carotène, qui est la provitamine A, et donc il est plus riche nutritivement que le blanc. Donc c'est pour ça qu'en Europe, on fait principalement du jaune. Parce que c'est... Non, je pense que c'est un hasard historique, parce que les lignées de maïs jaune sont arrivées des États-Unis, que les maïs précoces des États-Unis étaient en général jaunes, et c'est pour ça qu'on a surtout des maïs jaunes. Je pense même pas que ce soit un calcul de valeur alimentaire. Après, le plus étonnant, c'est le bleu. Alors ça, c'est un maïs Hopi, ça vient d'une tribu, la tribu Hopi. Il y en a dans tout le Mexique, mais les Indiens Hopi sont les champions parce que c'est leur maïs avec lequel ils mangent tous les jours. Ils font le picky bread, là, leur tortilla super fine, ils le font que avec du maïs blanc. Voilà, avec ça on peut faire. Alors c'est pas avec ça qu'on fait la boisson qui s'appelle, je sais plus comment. Non, la chicha. La chicha, ça se fait un maïs qu'on n'a pas là, avec qui est un maïs violet, rouge foncé, morado, le maïs morado, il l'appelle. Et qu'on fait macérer dans de l'eau. Alors ça, c'est une boisson très populaire au Pérou, je crois. Au Pérou, oui, au Pérou, mais aussi, je crois, en Équateur. Si on va dans un restaurant péruvien, on peut demander une... une chicha morada, bien sûr, mais même dans un bar, et ça se vend même en canette comme du coca. Hein.
Je l'ai pas goûté, mais j'aimerais bien goûter Et ça. dans les supermarchés, tu peux en acheter des kilos. Tu as des kilos de maïs violet. Que la ménagère achète ces 2 kilos de maïs et elle fait une marmite de chichamolada. Et Moi, j'en celui-là- ai fait chez moi. Et celui-là, c'est drôle parce que si on broie le grain, ça fait une sorte de pâte rose un peu. Gris bleuté. Ouais, bleu. Enfin, ça fait- Les tortillas DOP, elles sont gris bleutées. Voilà, donc ça c'est le maïs Hopi Blue. Ouais. Donc on a du bleu, du jaune, de l'orange, du rouge. Et donc en Europe plutôt du jaune, en Afrique plutôt du Curieusement, blanc. en Europe, on a un peu éliminé ce qui était rouge et bleu. C'est parce qu'on n'était pas habitué à avoir une céréale avec des grains rouges et bleus. C'est vrai. Ouais. On avait du blé, qui était jaune, du millet. Moi j'ai essayé de donner du maïs Hopi Blue à des poules, et ben elles l'ont pas mangé. Ça alors. J'en ai en plein sac dans ma voiture. Ouais. Je voulais t'en laisser. Bon, je sais pas, peut-être qu'elles étaient choquées par le. Oui, non, non. Et alors mais quand on voit, alors, il y a certains sites de semences anciennes qui vendent du maïs Inca, alors bariolé, etc. c'est du folklore total. C'est du folklore. C'est Voilà. du folklore total. Parce que si je prends ça et ça et je les Non, cultive non, à côté, je vais avoir du maïs bariolé. Mais oui, on va faire du maïs bariolé, mais l'agriculteur en général, ne me demande pas pourquoi, il avait sa couleur préférée. Et quand il semait les grains de la couleur qu'il préférait. Il ne faisait pas de mélange. Est-ce que si je sème un grain bleu, j'aurai forcément un maïs bleu? Celui-là, oui. Ouais. Celui-là, oui. Oh, tu auras dedans quelques, tu vois, tu auras quelques grains, tu vois, Quelques quelques transposons. petites. Ouais, c'est pas, oui, exactement. En plus, c'est des gènes sauteurs, c'est des transposons. C'est là-dessus que Macintosh, c'est sur ce maïs-là qu'elle Ouais, a fait sa thèse. qui a eu le prix Nobel. Prix Nobel, hein. Alors, si je sème du rouge, j'ai du rouge, si je sème du jaune, j'ai du jaune, ou ça peut varier quand même? Si tu sèmes du rouge comme ça, tu vas avoir beaucoup de jaune et un peu de rouge, puisque ce n'est qu'un gène récessif qui explique la couleur rouge. Il faudrait que tu fixes ce rouge-là, que tu sélectionnes pendant quelques générations en ne gardant que les rouges, tu finirais par n'avoir que des Pour rouges. fixer, pour avoir de Parce que l'homozygosité le sur la caractère couleur. est récessif. Bah voilà, on a fait un petit tour. Alors au niveau, pour parler un petit peu pratique, si je veux, ah oui, on a parlé du maïs doux. Le maïs doux, c'est une variété donc spécifique. Ouais, on va dire, c'est du maïs, hein, il se Ouais. croise avec les autres. D'ailleurs, on l'isole parce que si un maïs normal, un grain de pollen de maïs normal va féconder un grain de maïs doux, Il est plus doux. il n'est plus doux. Voilà, la descendance C'est sera plus dominant, le gène sauvage normal Ouais. est dominant. Donc, quelqu'un qui produit du maïs doux, il doit respecter, je ne sais plus combien, 200 c'est peut-être mètres, 200 300 mètres, mètres. quelque chose comme ça, d'isolation, pour pas avoir de grains qui soient farineux au milieu. Voilà. doux. Alors le maïs doux, en plus, il a la particularité de devoir être récolté avant maturité. Hein, en général, Oui, 3 alors le semaines avant. maïs doux, il se récolte en général à partir de 20 jours après la floraison femelle. Ouais. Voilà. Il faut aller regarder dès qu'il commence à prendre de la couleur, mais on le ramasse en lait. Le grain est Voilà, il est faut qu'il soit un peu laiteux. complètement laiteux. Il est rond, déjà, il est rond et laiteux. Dès qu'il commence à devenir jaune et denté, c'est fini. Ah, j'ai fait Trop une petite tard. vidéo là-dessus, je remettrai le lien pour la Oui, récolte il du maïs devient, doux. il devient trop farineux après. C'est là qu'il a le maximum de sucre. Voilà, donc on a fait un petit tour un petit peu global sur le maïs. Alors je voulais parler aussi de l'association dont tu es responsable. Je suis le vice-président Vice-président. chargé des ressources génétiques, exactement. Alors ça ouais. c'est une bonne nouvelle pour ceux qui nous regardent. S'ils ont envie de cultiver du maïs d'Alsace Alsace rouge, numéro 3. s'ils ont envie de cultiver du grand roubasse, tu en as du grand roubasse par là? Non, j'en ai pas là. Ah, y a J'en pas de ai, grand j'en ai roubasse. à la maison. S'ils Mais le ont grand envie de roubasque, cultiver c'est un peu comme le Rouchalos, mais en plus gros. En plus tardif aussi. Voilà, donc toutes ces variétés anciennes, donc elles n'ont pas disparu, je vous rassure, je sais que vous êtes inquiets parfois. Le Hopi Blue, il n'est pas sur le site par contre. Hein. Non, Non, ça c'est une variété Non. que tu as ramenée des États-Unis. vous, quand vous t'as m'en fait ton demandez, je vous en passerai. allez. Voilà, Jean est très sympa, donc il n'y a pas de souci. Donc si on a envie de cultiver ces variétés, même pour un particulier, on peut aller sur le site Absolument, dont ouais. je vais mettre le lien dans la description. Voilà, pro-maïs.org. Et puis on dit, bah, tiens, j'aimerais bien, il y a une liste, on peut faire son... Il y a un grand tableau avec les 264 variétés et les photos. Ouais. Et la zone d'origine. Alors déjà, ça permet de faire un tri, de voir si dans D'accord, sa en général, zone, si on etc. est d'Alsace, on va plutôt essayer de cultiver Ouais, les il vaut variétés anciennes mieux. d'Alsace. On a la chance qu'ils soient mieux adaptés. quand Elle est même. plus adaptée. Et puis après, on va il y a mise à disposition, il y a un chapitre mise à disposition, il y a une page de la base de données de l'INRA qui s'ouvre, Ouais. sur laquelle on peut faire une commande. Bon, tu sais que tu vas avoir plein de demandes parce qu'il y a des gens qui regardent là. Il n'y a pas de problème, mon équipe. Bon, est c'est pour bien ça. parce qu'on va contribuer à disséminer les variétés en Absolument, France. Oui, oui, et c'est c'est important toujours de les bien que- disséminer. voilà. Ouais, C'est toujours bien qu'il y ait un important. maximum de gens qui cultivent parce que plus il y aura de gens qui Il y a cultivent plus des de variétés chances anciennes. qu'elles ne se perdent pas. Ça, Voilà, c'est exact. absolument. Donc c'est le petit cadeau que Jean nous fait. N'hésitez pas à demander des variétés. C'est gratuit ou il faut un Absolument gratuit. C'est gratuit, on vous les envoie C'est gratuit. gratuit, alors on limite un peu le nombre de variétés par an, Oui, parce pour pas qu'il y ait des gens qu'on qui a eu abusent, des hein. abus. Parce que quand c'est gratuit, il y a des gens qui demandent. Des abus. Mais si vous avez envie de cultiver quelques variétés anciennes, n'hésitez pas à aller sur le site ProMaïs. C'est gratuit. Vous aurez pour l'opportunité de cultiver tout ça. On a fait le tour, tu as d'autres choses à dire sur l'histoire du maïs? Alors, il y a des milliers de choses à dire, mais on a fait un petit tour rapide, on a fait quoi? On a fait 45 minutes déjà. Oui, sur l'histoire du maïs, en gros, le maïs français, européen,
Il est en gros dérivé du maïs d'Amérique du Nord essentiellement. Tout le nord, le centre de l'Europe jusqu'au Portugal, c'est du maïs issu des Northern Flint, Ouais. du nord des États-Unis. En Espagne, il y a un peu de maïs descendant de ceux de Christophe Colomb là, qui viennent des Caraïbes, qui est déjà plus denté, on n'en a pas là, mais Ouais. plus gros, plus denté. Et puis dans les Balkans et l'Italie, ils cultivaient des maïs qui servaient à faire la polenta. C'est un maïs orangé qui ressemble un peu à du popcorn, comme ça, orangé avec des petits grains, qui donnait cette semoulette qui sert à faire la polenta. Hein, c'est un maïs qui ressemble un peu à ça. Et ça, c'est des maïs qui ont plutôt une origine argentine, Amérique du Sud. Voilà. Alors, donc en Europe, on a une certaine variabilité. Par contre, on a perdu, il faut le dire, la moitié de la variabilité des maïs mexicains, qui sont toujours les plus variables. C'est logique, puisque c'est la zone d'origine. Mais on a encore une belle variété. Alors ici, par exemple, je pense aux poulets de Bresse. Les poulets de Bresse, ils sont élevés avec du maïs blanc pour avoir une chair bien blanche, c'est ça? Ils étaient, et je ne suis pas sûr qu'ils soient entièrement élevés au maïs blanc, mais c'est vrai qu'ils étaient élevés au maïs blanc, mais ils sont élevés aussi avec du blé. Du pain et du lait. Le blé, c'est blanc aussi. Le blé aussi. Ça fait aussi du poulet blanc. Mais dans le Gers, moi j'achète mes foie gras, je ne vais pas faire la pub, chez un très bon producteur dans les Halles de Toulouse. Ah oui, pour avoir un foie bien clair. Pour avoir un foie bien clair et qui présente mieux, je ne sais pas s'il est meilleur, enfin bon, il présente mieux, il est traditionnellement plus clair. Ce vendeur de foie gras, il a un contrat avec une douzaine d'agriculteurs dans le Gers qui ne cultivent que du maïs blanc et qui engraissent leurs canards avec du maïs blanc. On va avoir un beau Ça maïs, fait des foies plus un clairs. beau foie gras plus clair. Et c'était la tradition aussi, c'était la tradition. Voilà, donc on a fait un petit tour sur la fabuleuse histoire du maïs. J'espère que cette histoire vous a plu. Un grand merci à Jean qui a accepté de Avec nous accorder plaisir, un peu de posez temps. des questions, demandez des maïs, je suis à votre disposition, soit à travers André, soit à travers le site ProMaïs, où vous pouvez aussi m'adresser des questions. Voilà, alors pour les questions, c'est juste en dessous des commentaires. Si cette vidéo vous a plu, vous mettez un petit pouce bleu comme d'habitude. Et puis si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je compte sur vous pour nous rejoindre. Plus on est de fous, plus on rit. Jean, un grand merci. Merci André. Et à très bientôt. Bye bye. Au revoir.